Stratagème 30. Il s'agit de l'argument d'autorité, ad verecundiam. Il consiste à faire appel, plutôt qu'à des arguments rationnels, à des autorités reconnues, qu'on choisira en fonction du niveau d'érudition de l'adversaire. Chacun préfère croire plutôt que juger. Dès lors, le débat sera un jeu d'enfant si l'on a dans son camp une autorité respectée de l'adversaire. Le nombre des autorités valables à ses yeux sera d'autant plus grand que ses connaissances et ses talents sont limités, mais se réduira comme peau de chagrin s'il est instruit et capable. Peut-être accordera-t-il quelque crédit aux personnes faisant autorité dans une science ou un art autre que le sien, ou qu'il connaît mal. Mais non sans méfiance. Le commun des mortels, en revanche, a un profond respect pour les experts, quel que soit leur domaine. Ils ignorent que leur profession n'est pas une passion, mais un gagne-pain, et qu'ils n'ont que rarement une connaissance approfondie de la science qu'ils enseignent, car ce n'est pas en cultivant son savoir qu'on trouve le temps de l'enseigner. Il n'en demeure pas moins que les gens du peuple révèrent un nombre incroyable d'autorités, et si on ne trouve pas celle qu'on recherche, on en citera une qui s'en approche, en invoquant ce qu'un tel a dit dans un autre sens ou dans un autre contexte. Les sources qui restent impénétrables à l'adversaire sont généralement celles qui font la plus forte impression. Les illettrés ont une estime toute particulière des formules grecques et latines. Si nécessaire, on pourra également déformer, voire falsifier ces sources, ou invoquer des formules purement imaginaires. La plupart du temps, l'adversaire n'aura pas le livre sous le coude, et sera d'ailleurs bien en peine de s'en servir. Le meilleur exemple est celui de ce curé français qui, pour ne pas avoir à paver le pas de sa porte comme tous ses paroissiens, invoqua une citation biblique. Cela suffit à convaincre le bourgmestre. Les préjugés universels pourront également faire office d'autorité. En effet, la plupart des gens pensent, comme l'apprend Aristote, que ce qui paraît juste à beaucoup est forcément vrai. Et de fait, il n'y a jamais eu d'opinion trop absurde que les hommes n'aient adoptée dès lors qu'on a pris le soin de les persuader qu'elle est universellement admise. L'exemple agit sur leur esprit, mais aussi sur leurs actes. Ce sont des moutons qui suivent le bélier de tête ou qui les mènent. Il est plus facile pour eux de mourir que de penser. Il est tout à fait singulier que l'universalité d'une opinion ait tant de poids à leurs yeux, puisqu'ils peuvent voir par leur propre exemple à quel point on se range à une opinion sans jugement et à la seule vertu de l'examen. Mais ça, ils ne le voient pas, car toute activité réflexive leur est inconnue. Seuls quelques élus accordent à dire avec Platon que beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions. Autrement dit, le peuple a le crâne bourré de sottises, et si on devrait y mettre un peu d'ordre, on ne serait pas sorti de l'auberge. Plus sérieusement, l'universalité d'une opinion n'est pas une preuve, ni même une raison suffisante de croire à la probabilité qu'elle serait juste. Ceux qui le prétendent devraient dès lors admettre 1. Que l'éloignement dans le temps dépossède cette opinion de sa force de preuve, sans quoi il devrait prôner d'une part la réintronisation de toutes les erreurs du passé qui, à l'image du système ptolémaïque, ont eu un jour valeur de vérité, et d'autre part la restauration du catholicisme dans les pays protestants. 2. Qu'il en va de même pour l'éloignement dans l'espace, sans quoi le principe d'universalité du bouddhisme, du christianisme et de l'islam serait de nature à en plonger les adeptes dans l'embarras. Ces réflexions sont inspirées de Bentham, Tactique des assemblées législatives. Ainsi, ce qu'on appelle opinion universelle est, tout bien considéré, celle de deux ou trois personnes. Et nous pourrions nous en convaincre si nous observions le processus d'émergence de ces opinions universelles. On trouverait alors que ce processus est initié par deux ou trois personnes qui vont mettre sur pied une opinion donnée et commencer à en parler autour d'eux,
et dont on aura la bienveillance de croire qu'ils aient mis cette opinion à l'épreuve des faits. Quelques autres, présumant du génie des premiers, se rattachent alors à cette opinion, et ceux-là, à leur tour, suivis par d'autres, que la pensée a poussé à croire aussitôt, plutôt que de soumettre à un pénible examen critique. Et voilà que grossit de jour en jour le nombre de ces adeptes paresseux et crédules. En effet, dès lors que l'opinion aura bon nombre de voir pour elle, les suivants l'attribueront à son seul bien fondé. Et ceux qui suivront ces suiveurs seront bien obligés d'accorder quelque crédit à ce qui vaut universellement, s'ils ne veulent pas passer pour des fortes têtes rebelles aux opinions universelles, pour des gamins qui se croient plus malins que tout le monde. Le ralliement sera devenu la règle. Ces rares personnes encore capables d'esprit critique n'ont plus voix au chapitre. Les seuls qui ont le droit à la parole sont ceux qui sont totalement incapables d'avoir une opinion et un jugement propre, n'étant plus que l'écho de l'opinion des autres. Ils en seront pourtant les défenseurs les plus acharnés et les plus intransigeants. En effet, ce qu'ils haïssent chez le libre penseur n'est pas tant le fait qu'il a une opinion différente que l'insolence qui le porte à vouloir juger par lui-même. Ceux-là eux-mêmes ne le font jamais, et ils en sont secrètement conscients. En somme, rares sont les hommes capables de penser, mais tous sont désireux d'avoir une opinion. Que faire, sinon, la reprendre toute faite de la bouche d'autrui, plutôt que de la forger soi-même? Puisqu'il en est ainsi que vaut encore la voix de 100 millions d'individus. Rien de plus qu'un fait historique qu'on trouverait chez 100 chroniqueurs, mais dont on découvrait plus tard qu'ils se seraient mutuellement plagiés. Tout remonte finalement au dire d'un unique individu. D'après Baye, ce que je dis, tu le fais, et finalement, il le dit, et lui aussi, et le tout n'est rien d'autre qu'une série d'assertions. Ce n'est pas pour autant qu'on devrait se priver de faire valoir l'autorité de l'opinion universelle dans un débat avec des gens ordinaires. On constatera généralement que lorsque deux individus lambda en décousent, la première arme dont ils se servent l'un et l'autre est l'argument d'autorité, et les coups commencent à pleuvoir. Si une tête un peu mieux faite se trouve aux prises avec l'un d'eux, le meilleur conseil à lui donner est de consentir à s'emparer lui aussi de cette arme, l'adaptant ainsi au point faible de son adversaire. En effet, il y a fort à parier que ce dernier, tel Siegfried rendu invulnérable par son bain dans la corne de dragon, reste de marbre face à l'arme rationnelle, plongée dans le flot de son incapacité à penser et à former un jugement. Le tribunal ne débat que par argument d'autorité, celle des lois, immuable. Le rôle de la faculté de juger consiste à trouver la loi, c'est-à-dire l'autorité, qui pourra s'appliquer au cas traité. Mais la dialectique y dispose quand même d'une marge de manœuvre. Si nécessaire, on pourra déformer le cas traité et la loi qui ne s'y appliquerait pas, jusqu'à ce qu'elle paraisse s'y appliquer, et inversement.